Aujourd'hui, pop art américain numéro 3 et une différence avec le pop art anglais, mais toujours ce régime d'image dans lequel on vit, qui augmente, qui se retrouve un peu partout et qui va nous permettre de découvrir la place des marchands et des galeries, qui va nous donner la clé. Si vous vous en souvenez, c'est en 64 que Robert Rauschenberg reçoit le Grand Prix à Venise et que l'Europe pleure. Je vais montrer un petit extrait d'interview où l'Europe avait, la France notamment, était le centre du monde artistique et en 64, ça a basculé. La place des marchands va être très très importante, je vais le montrer tout de suite. Je vais vous montrer celui qui commet des choses comme ça, il s'appelle Tom Wesselmann. Et vu que cette peinture est celle qui est de meilleur goût, je vais justement m'arrêter 2 secondes sur le goût et sur un livre de 71 sur le kitsch, qui est au cœur de cette peinture et de cet art, qui est à la fois un art de consommation, un art de poster, un art de séduction, et qui va regrouper, ici il s'appelle Tom Wesselmann, des pin-up, des produits de séduction, puisqu'hier on a vu des objets, il y a du désir en fait dans tout ça. Et je parlerai lundi, donc pas demain, de Warhol et du rapport à cette séduction et à la morbidité qu'il y a dans cette séduction, parce que dès qu'on veut quelque chose, ça se succède, ça passe à autre chose, etc. Et vous voyez que la conclusion, ça a un rapport avec Jeff Koons, qui dans le genre de mauvais goût est pas mal aussi. Alors en pensant à ce sujet, je me suis dit, mais c'est vrai que les années 60, c'est aussi le moment des produits, un logo qui devient aussi important. On connaît peu, et c'est tout à fait curieux, mais Mel Ramos, qui est aussi un des artistes du pop art, on ne va pas faire de statistiques, mais dans le genre mauvais goût, celle-là, c'est la mieux. C'est très, très joli. Voilà. Wonder Woman déjà a pris un peu de poids. Il va faire beaucoup, beaucoup de pin-up. C'est très, très kitsch, mais kitsch est un peu faible. J'en montrerai pas d'autres. Allez le chercher par vous-même. Il s'appelle Mel Ramos. C'est écrit en haut à gauche sur l'écran. J'ai aussi montré Alan Jones, mais j'avais montré un porte-manteau et je n'avais pas montré la table de chevet, qui permet d'avoir un objet chez soi confortable qu'on peut montrer à tous ses copains, mais en plus qui joue le statut d'objet, la femme objet, vous comprenez l'astuce, mais un miroir qui est devant ses propres yeux, c'est-à-dire elle est fascinée par son propre reflet, ce qui est le fond de cette société de consommation, de consolation, comme on voudra le dire. En regardant finalement ces objets, Richard Hamilton, j'avais oublié de dire que ça s'appelle des cosmetic ladies, c'est-à-dire la femme objet est le sujet de la publicité, de la consommation, de la valorisation, de la vente, mais aussi un espace de lutte, on le verra dans 3-4 jours, sur le fait que contre ces images, des artistes vont décider, là on est dans le chapitre qui s'appelle un monde d'images, faire des images dans un monde d'images. Le suivant s'appellera no image, c'est-à-dire refuser cette imagerie qui va nous donner des choses autour de l'art de la performance et de l'art éphémère, dont les femmes vont se saisir évidemment. Et en fait, en repensant à cette statue des objets, je me disais que ce logo, c'était aussi, quand je repensais à Oldenburg, quelque chose qui est séduisant et qui est repoussant en même temps, il y avait toujours un petit côté de mauvais goût, en fait. C'est aussi la bouche de Mick Jagger que tout le monde a envie d'embrasser. Et peut-être pas quand il tire la langue, mais l'idée du logo est quand même assez audacieuse si on prend du recul dessus, et il est immédiatement reconnaissable. Et même chose sur ces objets qui sont à la fois un jeu avec l'imagerie du monde des médias, mais un jeu compliqué quand même à comprendre, c'est-à-dire le deuxième degré de savoir si c'est amusant de regarder des choses kitsch ou si c'est repoussant. Voilà, c'est cette frontière en fait qui est en train de questionner le monde du pop art américain et Wesselmann en particulier. En Hamilton, je me disais que Lichtenstein, j'ai oublié de le dire aussi, il a travaillé sur des copies d'artistes, et mon affaire de goût va aller sur 2 domaines, celui du dégoût, celui du refus du goût des autres, celui de la distinction qui fait que je suis un peu différent des autres, mais aussi celui du collectionneur, celui qui va acheter des œuvres pour les montrer, pour valoriser l'ensemble. Toujours dans mon petit livre du pop art américain, cher presse, 12 €, j'ai oublié de vous donner cette citation, c'est que Lichtenstein dit « Picasso a vulgarisé Velázquez », puisqu'il a repris les Ménines et qu'il les a retravaillés, et l'on pourrait dire que j'ai vulgarisé Picasso. Ce qui est à la fois tout à fait mégalo et à la fois tout à fait pas faux, puisque
c'est par le principe de poster, on pourrait mettre les autocollants, voilà, des objets de la vie de tous les jours, les décalcos, des choses qui vont, des badges, des fanzines. La BD de la contre-culture va arriver bientôt dans nos rendez-vous, mais on a quelqu'un qui va nous montrer finalement une sorte d'histoire de l'art vue par quelqu'un d'autre. Et en même temps, quand je regarde ça, je me dis, on dirait un pins ou un magnète pour le frigo. C'est vraiment à la frontière intéressante de ce qui est de bon goût. Voilà. Reconnaître Monet, reconnaître Liechtenstein, jouer de ma culture, et en même temps du mauvais goût, de la simplicité, du logo, de l'image facile. Et j'espère que j'aurai le temps de parler un jour de Larry Rivers, que voici, un livre qu'on trouve encore facilement, qui a fait par exemple cette merveilleuse, elle est au Centre Pompidou, Olympia, mais noire et en relief. C'est-à-dire un jeu qui est l'orientation dont j'ai besoin de parler avant, vous montrer la ringardise de Wesselmann, ce sont des artistes qui vont travailler sur l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art va traverser beaucoup de leur travail, de Kooning, Rauschenberg, mais aussi l'histoire de l'art ancienne. Avec tout ce que ça suppose de laisser tomber la modernité, de passer à une relecture décalée. J'ai essayé d'expliquer que cette transition-là du moderne au contemporain, c'était ce jeu de distance, en fait. Je dis en plaisantant que Manet, c'est déjà le prix qui est sur la toile pour qu'on comprenne tout de suite, c'est déjà une représentation. Et je me redisais que le Oldenburg qui faisait des objets qui finissent par devenir reconnaissables, moi j'ai l'impression qu'il y a un grand slip, là. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être quelque chose comme ça. Tous ces objets dont je disais hier qui n'étaient pas solides, qui n'étaient pas de ce qu'on attendait d'un objet, mais j'ai pas assez dit, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui, que c'est quand même des chiottes, c'est-à-dire c'est un truc qui, elles sont marrantes, elles sont coloriées, elles sont un peu toniques. Enfin, normalement, c'est le critère absolu, histoire du bidet, Duchamp signé une pissotière, et puis l'histoire des nouveaux riches qui vont avoir des toilettes en or, comme si c'était le sommet du sommet. Et puis, on peut regarder le Oldenburg qui fait pendouiller des sculptures molles. Il fait pendouiller des symboles culturels, énormément. C'est l'art avec Liechtenstein et les copies d'images, ou les arts un peu plus sérieux, jusqu'au mauvais goût de faire des œuvres en grand public sans intérêt, de rebut, en fait, de rejet. Alors, la première partie de ce que je vais vous montrer là, c'est que les galéristes américains, dès 1960, rappellent Blisten, la galerie Martha Jackson, c'est elle qui va faire cette exposition environnement, situation et espace, la petite galerie Jackson à New York. Voilà Martha Jackson, et Blisten raconte que autour de Leo Castelli, Leana Sonnenbend, Richard Bellamy, je vais vous le montrer tout de suite, des critiques comme Mac Kozloff, Leo Steinberg et Robert Rosenblum, et c'est ça le plus important, un extraordinaire succès public du pop art. Jasper Johns, Rauschenberg, Andy Warhol, Liechtenstein, Rosenquist, Wesselmann, dont on va parler, Oldenburg, Larry Rivers, Jim Dean, j'ai pas eu le temps, et on n'aura pas le temps, Robert Indiana, celui qui a fait le symbole Love, sont les premiers protagonistes d'un mouvement, et c'est ça qui est important, selon l'expression du critique Harold Rosenberg, marque la professionnalisation de l'art américain. Les galéristes vont être des relais pour montrer cette œuvre, et je vais vous montrer en 2 exemples ennemis, qui vont être ceux qui vont professionnaliser en s'appuyant aussi sur, on s'y attendait, mais des critiques d'art comme Mac Kozloff, Leo Steinberg, Robert Rosenblum. Et on va avoir beaucoup de gens qui vont écrire des revues, des magazines, qui est, je le disais, un axe pour regarder l'art. Mais finalement, la galerie, Wesselmann va nous le faire comprendre aussi, c'est l'endroit où l'artiste peut croiser d'autres artistes. Voilà l'exposition en question, qui est plutôt tournée sur Alan Capro, celui qui va inventer le happening. Ça fait 3 fois que je tourne autour et il va bientôt arriver. C'est l'occasion de vous donner envie de lire, ça faisait longtemps, un livre très intéressant qui est maintenant en poche Champ Flammarion, un truc comme ça, L'artiste, l'institution et le marché, c'est-à-dire comment le marché construit l'artiste et comment le réseau interagit avec l'institution. Voilà, Richard Bellamy, qui est un des galéristes qui va exposer par exemple Georges Segal, qu'on va voir plus tard, donc des artistes du pop, ce sont des jeunes gens, avec argent ou pas, qui vont transformer la façon de montrer le travail et transformer leur cote en fait. Et la vente Skull, voilà, Robert Skull qui est ici, qui est en 73, on va dire à l'origine d'un scandale, je vais vous l'expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, sa femme qui est devant est elle qui est
tout à fait brillante aussi. On a Andy Warhol là, on a George Segal, et on a derrière lui James Rosenquist, dont on va parler bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé en 73 avec la vente Skull? Très simple, on voit des Warhol dans le fond. Un petit documentaire qui s'appelle Mona Lisa Curse. Skull décrit qu'il paye $1000 un Jasper Jones ou un Rauschenberg, toujours le même. Robert, tu es là. Les marchands ne sont pas naïfs. Leo Castelli, Sonnenbend, on va les voir tout de suite, s'intéressent au mouvement de la première peinture américaine. On va dire 3 niveaux. Je pense que tout le monde est au niveau maintenant. On a notre Pollock de Kooning, les anciens. On a le renouveau par Robert Rauschenberg et Jasper Jones, qu'on appelle néo-dadaïste ou pré-pop, mais moi je ne les mets pas dans le pop art, même s'il travaille sur les objets, mais il joue avec quelque chose qui est plus peinture, plus artiste en un sens. Et puis les pop artistes qu'on commence à voir, Segal, Lichtenstein, Warhol. Qu'est-ce qui se passe dans cette vente? C'est simple. Voilà, une peinture de Twombly, qui était un copain de Rauschenberg, vous vous souvenez, il la vend 40 000 € alors qu'il l'avait acheté $750. Pardon. Ce qui nous fait quand même une culbute assez sérieuse. Un tableau de Jasper Jones, acheté 10 000 $, devient 240 000 $. On est en 73 et ça va faire un choc assez important. Et pour le prof d'histoire de l'art qui vous cause, c'est important de dire l'art moderne peut devenir un outil pour gagner de l'argent. La légende que vous avez en tête depuis Van Gogh triste et qu'un jour on a revendu ça plus cher, ça commence dans ces années 60 avec des gens qui savent ce qu'est l'argent. Et c'est, il me semble, une des vertus de l'art américain de nous faire comprendre ça, parce qu'en France, c'est absolument tabou. On ne vend pas, on ne veut pas le savoir. Si vous avez l'occasion, suivez l'histoire de la philo au début décembre sur l'argent, qui est un des sujets les plus intéressants qui soit en philo, et le plus difficile d'ailleurs. Voilà Ethel et Robert Skull sur cette vente de 73. On est plus tardif, mais les artistes en galerie avaient déjà commencé. Je vais revenir à Castelli. La vente aux enchères est considérée comme un événement historique autonome. Ça devient un événement en soi. Et en même temps, un événement médiatique. Voilà, ce qui est précis qu'apporte Skull, c'est il s'occupe d'une compagnie de taxi initialement, et donc il comprend que faire des fêtes, avoir une campagne médiatique, faire des catalogues, tout ça fait partie de l'écosystème, on pourrait dire, de la vente de l'art contemporain. Le voilà en train de discuter avec Robert Rauschenberg. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se frite un peu à la sortie de la vente. Pourquoi? Parce que Robert Rauschenberg, il a vendu à Skull 900 $ une moissonneuse-batteuse qui s'appelle Tow, et l'autre lui avait vendu 85 000 $. Rauschenberg voit voir Skull et il lui dit voilà, je travaille avec mon cul quand même, t'es gentil. Et Skull lui dit oui, mais enfin là j'ai fait une marche sur toi, tous les suivants, ça sera pour toi en fait, ça sera ta cote à toi qui va augmenter. La vente fixe un nouveau niveau de prix. Voilà l'histoire qui commence avec une histoire de l'art contemporain qui pourrait être racontée par les galéristes ou au travers des galéristes. On a des mémoires de galéristes, on a des biographies de galéristes, c'est assez passionnant. Si vous aimez le côté biographie, histoire, voilà, Leo Castelli, dans une expo, vous pourriez deviner presque. S'il y a des drapeaux repeints en blanc, c'est une expo de Jasper Jones. Merci. Voilà, Leo Castelli, devant des coulures avec des pointillés. Oh là 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 là, une expo, vous avez trouvé. La réponse sera plus tard. Voilà Annie Cohen-Solal qui a écrit sur Castelli et sur le système de réseau que ça suppose, parce que on peut dire les profiteurs ils se sont fait de la thune et il fallait prendre des risques pas mal, parce que le fait que l'art soit un endroit de spéculation ou un endroit de développement de la valeur bourgeoise, je suis obligé d'employer ce mot-là parce que tu vas montrer que tu as acheté un tableau de cette valeur-là. Voilà, le pop art est tout à fait accessible pour ça, et c'est là où ça va m'intéresser, c'est que il y a quelque chose, si on garde son état d'esprit français, on pourrait dire, bon, l'argent, ça coûte, c'est un peu indécent, et donc ils vont acheter des Warhol, c'est dégueulasse, parce qu'ils vendent, ils vendent, ils vendent. Ce qui est intéressant, c'est que ça impacte l'art lui-même, c'est-à-dire l'art lui-même va jouer du monde marchand, mais aussi jouer à faire des choses qui soient sexy et séduisantes. Rappelez-vous ce que disait monsieur Hamilton, il faut que ça soit sexy et bonne trouvaille. Voilà, encore Leo Castelli devant un petit morceau de Liechtenstein, et voilà Leo Castelli avec Andy Warhol. Fini par l'exposer aussi. Voilà Robert Rauschenberg, très câlin avec Leo Castelli, il ne se fout pas de sa gueule, il a sa cote qui se multiplie. Et voilà Robert Rauschenberg avec
Ileana Sonnabend, qui est aussi galériste. La voilà, ambassadeur de la nouveauté. La voilà, vous le reconnaissez, peinte par Warhol. On va le voir à partir de demain. Voilà des extraits de sa collection. Alors, si vous allez sur le site, c'est aussi l'avantage des galeries ou des fondations à l'américaine, c'est qu'on peut avoir des gens privés qui soignent leur communication. C'est aussi une façon de valoriser leur propre travail. Voilà, elle a du Warhol Flower. Voici Warhol dans sa petite galerie de Ileana Sonnabend. Elle a du Liechtenstein, elle a le nez creux. Et elle achète, je l'ai mis en aparté parce que c'est la suite, du Christo, du Rauschenberg et du Sol Lewitt, c'est-à-dire de l'art minimaliste qu'on verra plus tard. Voilà Ileana Sonnabend avec Léo Castelli au milieu. Vous avez compris le principe. Je reprends la phrase. Ces expositions marquent la professionnalisation de l'art américain. Il s'agit de vendre des choses. On en arrive à Tom Wesselmann. Vous allez comprendre votre douleur. Pourquoi ? Tom Wesselmann est interviewé en 86. Il revient, il commente un livre qui est sorti sur lui, qui a été écrit par Stillingworth. Stillingworth, c'est Tom Wesselmann qui a écrit un livre à la troisième personne sur son propre nom. Et on lui demande en 86, quand on l'interviewe dans Art Press, il dit j'ai commencé à écrire à la première personne, mais ça ne marchait pas, donc j'ai inventé un nom d'un mec pour faire autre chose. Qu'est-ce qui est intéressant dans Wesselmann ? Parce que les collages que voici, ça va vous intéresser. Par contre, vous devinez que les Wesselmann comme cela, on voit qu'il y a quelque chose de pop, on voit qu'il y a quelque chose de plus important à regarder. Le côté poster, le côté imagerie de la vie de tous les jours, là, on le voit bien. Par contre, le côté mauvais goût, on le voit très bien aussi. Et il l'assume parce que des aréoles de cette couleur-là, c'est parce qu'il fait froid. Ou alors qu'il faut qu'on les repère. Ça n'existe pas encore la teinture à cet endroit-là, mais ça viendra. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Votre livre commence par une sorte de dérision iconoclaste. Wesselmann ne connaissait strictement rien à l'art jusqu'à 24 ans. Et il dit en effet, je ne connaissais rien à l'art. J'ai commencé à étudier à peindre dans une école d'art. Et je vais vous faire deviner le fil de ce que je vais raconter. Wesselmann fait des trucs de mauvais goût. Wesselmann fait des trucs pop qui se vendent très bien et sur lequel le mauvais goût est la question. Et comment cette question du mauvais goût arrive ? C'est pas juste qu'il fait des trucs pop, sploofy, moche, fluo et avec des seins dans tous les sens. Non, il y a aussi des kékettes, rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille sur l'histoire du nu, en fait. C'est-à-dire qu'il ne part pas de je vais faire un truc kitsch pour des dessus d'auto-tamponneuses et puis je vais le vendre. C'est pas que ça, en fait. C'est plus compliqué, ce pop art américain. C'est ce rapport à l'histoire de l'art va passer par ce rapport à la vente et ce rapport au bon goût, en fait. Avant l'âge de 24 ans, je ne connaissais rien à l'art. J'ai commencé à étudier à peindre dans une école d'art de manière très traditionnelle. On insistait sur le dessin, l'étude à 2-3 dimensions, l'histoire de l'art, l'architecture, la sculpture. Et puis, j'ai été submergé par des conceptions de l'art qui me plaisaient, de Kooning, Pollock. Jusque-là, ça va. J'ai emprunté certaines idées à de Kooning, à Matisse. On pourrait voir un petit peu de Matisse dans ça, dans les sortes d'aplats de couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que son dessin est découpé, en fait. Vous voyez, il a dessiné au fusain, il a redessiné, redécoupé, comme le fait Matisse, papier découpé. Et ce ne sont pas des magazines qu'il a découpés, là, ce sont ses propres dessins ou des motifs en tissu ou en papier peint. Alors il dit, je rejetais les idées de Matisse, j'étais fasciné par les conceptions de Kooning qui montrent qu'avec Rauschenberg, c'est vraiment les deux artistes américains les plus intéressants. Il passe son diplôme en 59 et j'ai presque aussitôt rejeté tous les peintres que j'enviais, de Kooning par exemple, simplement parce que je sentais que mon travail était ailleurs. Il ne s'intéresse pas à la théorie, ça ne l'intéresse pas du tout, et il explique. Je devais m'échapper de Kooning, je n'avais d'autre choix que de devenir figuratif. Je manquais totalement de repères. Sur le mur de ma cuisine, il y avait une petite reproduction de Memling, que j'ai prise comme sujet, un personnage assis près d'une fenêtre. Le voilà. Bon, le rapport entre ça et Memling est un peu lointain, c'est un peintre flamand, époque Renaissance, qui fait des merveilles de précision et de délicatesse. On ne va pas dire que c'est très précis ni très délicat. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette façon de gérer l'espace et d'intégrer le collage, y compris d'une vraie feuille à graffer.
Le résultat fut portrait collage numéro 1. J'ai commencé mon œuvre ainsi, puis j'ai continué dans ma direction propre, influencé par Memling et par les idées issues de l'expressionnisme abstrait. Alors voilà à quoi ça commence. Et puis quand Wesselmann va être connu, il va travailler plutôt des formes comme ça, des formes découpées, qui partent d'imageries simples, qui sont elles-mêmes découpées. J'ai fait un saut dans le temps assez rapide quand même, mais qui permettent de comprendre. Voilà, ça peut devenir des sculptures qui pourraient être du Oldenburg en un sens, mais ce qui l'intéresse dans ce rapport à l'expressionnisme abstrait, c'est de dire je veux un art figuratif aussi stimulant que l'art abstrait. Aussi stimulant, c'est aussi le fait de faire réagir, en fait. C'est-à-dire de jouer avec un extrait d'un tableau de Renoir, l'histoire de l'art, un vrai téléphone, un vrai manteau, une porte, comme on l'a vu chez Peter Blake, un vrai radiateur. Par contre, un nu qui, lui, est peint, vous avez peut-être des souvenirs, il y a des campagnes européennes qui, dans les années 80, se servaient des tableaux de Wesselmann. À la fois de la vraie peinture, il dit même dans ses petits textes qu'il cherche, il imagine à un moment donné que dans ses peintures puisse y avoir un vrai nu, puis il se rend compte que l'effet de transformation de ce monde des images, une image peinte à gauche, une reproduction d'images peintes et des vrais objets, fait pas assez cet effet de décalage s'il y avait quelqu'un en vrai. Ce qui va intéresser Wesselmann, c'est de jouer avec cette imagerie en y intégrant des vrais objets. Mais des vrais objets sont des vraies serviettes avec des vraies avancées et une vraie cuvette de chiottes. Ce qui nous amène plus loin que ce que fait Hamilton, qui reste avec Peter Blake très peinture en un sens. Ce qui nous amène dans le même esprit que Lichtenstein et Warhol, avec un jeu de décalage en regardant les objets et en ne sachant plus tout à fait s'ils sont à regarder et à aimer tels qu'eux ou pas. Wesselmann est plutôt connu pour ces collages-là, des choses qu'il retrouve dans les magazines tels qu'eux, pas plus. Et qu'il va détourner. Il dit je méprisais les objets culturels parce qu'on en parlait trop en termes de pop art. Lors d'une soirée, Rauschenberg m'a dit que je devais accorder plus d'importance aux bouteilles de Coca-Cola, mais je sentais le contraire. Pour moi, seule la peinture compte. Quand je lis ça, je tombe de la chaise. Je me dis, il se fout de ma gueule, les bouteilles de Coca, elles sont là. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait du pop art en faisant des collages, en intégrant des vraies lumières. Alors, il va plus loin. On a explosé le tableau dans tous les sens du terme. On est dans une sorte d'assemblage, journaux, reproduction d'art, vrais objets et vrais objets qui marchent. On pourrait piquer un truc, le remettre, jouer avec ça. Les collages de Wesselmann sont passionnants pour ça parce que c'est l'American way of life, en fait. C'est l'intérieur moche et en même temps séduisant. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si séduisants et si attirants, demandait Hamilton. En 56, on est en 63 et Wesselmann répond de son côté. Et si on va plus loin que ce jeu avec l'imagerie, on voit qu'il y a tout le temps de l'histoire de l'art. Tout le temps des codes de choses qui sont, mais comme dans le collage de Hamilton, un jeu avec ce qui est connu. Et un jeu quand même avec le mauvais goût. Parce qu'à la fois, on a des petites fleurs, et puis parce que normalement, les nus, depuis Manet aussi, n'ont pas les jambes écartées quand même. On a une sorte de code qui fait qu'il y aurait du nu qui serait, pour faire vite et vous donner la distinction, elle est facile à faire. Quand les gens, garçons, filles, sont nus, on appelle ça érotique. Quand on voit les instruments de travail, on appelle ça pornographie quand ils sont en action. Voilà. Donc là, c'est pornographique. On ne peut pas dire autre chose. Le jeu qui est tout à fait passionnant, c'est que ce jeu de simulacre, en fait, peinture, installation, parce que c'est une vraie corbeille, hein, qui a un petit rebord devant, va être l'occasion pour Wesselmann de jouer avec ce désir et rejet encore plus fort, je trouve, que Lichtenstein. Par contre, il y a quelque chose qui a à voir avec l'idée de l'histoire de l'art. Il finit. J'évite volontairement d'expliquer pourquoi je fais des nus. D'abord parce que je ne le sais pas forcément moi-même. Et vous allez comprendre que ce que vous avez vu jusque-là, c'était d'assez bon goût. Comme je le dis dans mon livre, les femmes m'intéressent beaucoup, je les apprécie. À l'origine, je prisais seulement l'abstraction et n'avais aucune considération pour le sujet. On pourrait encore dire ça, voilà, le rythme de couleur, la façon dont c'est saturé, dont c'est simplifié, dont ça devient presque un autocollant est assez intéressant dans le sens où il joue avec la frontière abstraite figurative. On est dans quelque chose, on pourrait retourner l'image et on aurait facilement un rythme de Joseph Albers, de choses qui sont des rythmiques de couleur et qui assument ce côté rythmique de couleur. Ce qui va se passer, c'est que Wesselmann ne fait pas semblant, il colle
de la vraie moumoute sur les jambes de la dame. Et puis, ça pourrait suffire. Déjà, il colle des marques de maillot de bain tout nus qui ajoutent au côté érotique de l'image. On a eu une expo à Monaco il n'y a pas très longtemps sur ce rapport de femme-objet par Wesselmann. Les sujets, finalement, sont traditionnels. Je ne l'ai pas dit ici, mais on a des natures mortes, en vrai. Et dans celui-ci également. Des objets, chaque fois, sur le côté. Avec une espèce de tension intéressante entre... on ne peut pas s'empêcher de regarder les jambes ouvertes de la dame, c'est en plein milieu. Et en plus, il y a une matière collée dessus, donc comme c'est en relief, on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas une question d'obsession sexuelle. En plus, c'est un motif foncé en plein milieu d'un motif clair. Par contre, il y a un jeu de Wesselmann qui est intéressant, si on passe l'idée que c'est de mauvais goût, c'est toute cette saturation autour, tous ces objets très colorés, orange-bleu, on est dans un contraste qui est au maximum, fleurs, et puis traditionnellement, modèle nu qui a un bas et pas l'autre quand même. Donc c'est une image qui n'est pas juste une pin-up pour draguer ou pour camionneur. Ces sujets sont traditionnels, le nu, la nature morte, les intérieurs, le paysage. Au fil du temps, j'ai découvert que le nu et la nature morte constituaient mes sujets de prédilection. C'était plus drôle de dessiner des nus. Une fois que ce choix a été fait, j'ai été organiquement inspiré par le sujet proprement dit. Quand on fait un nu, on se retrouve à dessiner des visages, des hanches, des seins, des pieds, ça prolifère sans cesse. Tout cela commença par hasard, mon rapport au sujet démarra en tant qu'idée et ne cessa de croître. Par exemple, et j'en termine, j'ai commencé à faire des natures mortes, comme j'utilisais le collage, l'assemblage aussi bien qu'une imagerie réaliste, je me suis mis à employer naturellement ce qui était disponible, des sièges de toilette, des affiches. Cela à son tour ouvrit d'autres portes, on m'impliqua encore plus dans la nature morte. Quand on a cette attitude, vous comprendrez qu'on ne s'intéresse pas tant aux objets culturels qu'à la peinture proprement dite. Et voilà la citation de tout à l'heure. En fait, je méprisais les objets culturels parce qu'on en parlait trop en termes de pop art. Finalement, ce que je comprends dans ça, c'est que c'est du pop art. C'est un jeu avec l'imagerie, le monde qui est autour, la vente, la femme comme objet publicitaire. Et quand Rauschenberg lui dit s'intéresser aux bouteilles de coca, il dit mais ce qui m'intéresse, c'est la peinture. C'est qu'en fait, la tension, la place de l'histoire de l'art et le fait de créer une tension entre tous les éléments va être quelque chose de plastique, en fait, qui va intéresser Wesselmann. Et voilà comment nous nous retrouvons à pouvoir regarder des trucs très kitsch, mais avec une espèce de jeu de quel est le sujet de la peinture. Une fois qu'on a dit, OK, c'est moche, c'est de mauvais goût, ça, je n'avais pas besoin de vous pour le dire. C'est toute une série qui s'appelle les Great American Nude. C'est ce que dit monsieur Kenneth Clark, qui est un critique d'art américain. Voilà, le nu, comme une fin en soi, vient d'un genre de la Renaissance qui était une façon, une sorte d'emblème du métier d'artiste. Celui qui sait faire un nu, c'est celui qui sait tout peindre, qui est lié à l'histoire de l'apprentissage. Dans une académie, il faut apprendre à peindre des nus. C'est la façon dont on sort de l'art médiéval et qu'on va vers un art plus moderne. À partir de ce moment-là, tous les gens qui font des nus se réfèrent à l'histoire du nu, tout le temps. On ne peut pas faire autrement, et c'est le sujet du livre de Kenneth Clark qui s'appelle Le nu. Et voilà pourquoi l'attention qui m'intéresse dans une image comme ça, c'est il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, donc on a vraiment un corps. Il y a la bouche comme celle de Mick Jagger, qui est quand même un symbole de sensualité. C'est accentué par les tétons qui sont quand même et proéminents et très colorés, et donc qui suggèrent une pornographie, on peut dire ça comme ça, et qui va créer une tension dans une image qui finalement est très simple. Quand Wesselmann expose, c'est jusqu'au bout de mauvais goût, c'est-à-dire ce sont des objets vernissés, ce sont des objets en couleur. Je vous dis, le fait d'accentuer porte-jartel, pubis, marque de maillot de bain, on voit bien où il veut en venir, jusqu'à, c'est quand même encore plus de mauvais goût, le collage de la bouche. On pourrait retrouver ce qu'il y avait dans les couvertures des Beatles de Vorman, avec leurs yeux en vrai, ou le travail de Hamilton. Mais là, il y a quelque chose de choisi comme sexuel, comme façon de tirer le nu vers autre chose que ce qu'en fait l'histoire de l'art traditionnel. Alors j'en ai gardé quelques-unes un peu plus corsées pour la fin, parce que je me suis dit, vous allez soit être parti, soit être saturé. Il joue avec une espèce de vide et de plein qui fait qu'on ne voit pas tout de suite, et c'est ça qui l'intéresse, l'espèce de nudité. Voilà. Je n'ai jamais voulu souligner le contenu érotique de mon travail, j'ai voulu qu'il reste sous-jacent. On ne voit pas tout de suite
La forme, ça c'est assez intéressant. Et j'en profite d'ailleurs, ça fait un clin d'œil avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les galeries. Il dit en 60-61, on ne voyait nulle part les œuvres de Rosenquist et de Liechtenstein. C'est quand je suis entré à la galerie Tenetger Galerie, j'ai rencontré Oldenburg et je l'ai aidé pendant ses happenings. Finalement, on aurait une piste qui est intéressante, c'est celle de la galerie comme source de création. Je vous ai dit, on pourrait faire une histoire de l'art par les revues, mais on pourrait faire une histoire de l'art contemporain par les galeries, c'est-à-dire que les artistes viennent voir le travail des autres, s'en nourrir. C'est finalement un tout petit réseau. On a des images qui sont plus du tout ambiguës, qui deviennent tout à fait gênantes. C'est-à-dire que tu ne peux plus tout à fait l'exposer chez toi de façon innocente. Par contre, ça devient presque comme un signe, comme un logo. Il y en a une qui est, celle-là est tout à fait intéressante et la dernière est tout à fait porno. Genre, on met un petit temps à la reconnaître. Ah ben voilà mon collage du début qui s'est barré. Vous ne verrez pas la porno. Elle est là. Vous aurez qu'à aller chercher. J'avais dit, il y en avait pour tous les goûts. Voilà l'illustration. Un merveilleux livre. Alors, il paraît que je vous fais lire trop de livres. Vous avez toute l'année. Vous savez, c'est le 5e des confinement qui est le plus compliqué. Après, on s'y fait très bien. Psychologie du kitsch, c'est un livre d'Abraham Mols qui est une merveille. Il date de 71. Qu'est-ce que c'est que le kitsch? On vient d'avoir une idée, mais si on doit le définir, c'est compliqué en fait. C'est dans le langage courant, ça s'est développé, ça existe avant le livre d'Abraham Mols. Hein. D'autant qu'avec un livre comme ça, on peut soigner sa typo et soigner la couverture. Quoi. Il y a de quoi faire. J'ai une collection d'images que je vais vous montrer tout de suite, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que le kitsch? C'est un mot qui vient du 19e siècle allemand, du Biedermeier, c'est-à-dire du confort bourgeois. C'est associé au confort, qui est quand même une notion qui est très intéressante parce qu'elle va avec tout ce que je viens de vous raconter. Quand tu as un truc confortable, c'est pas toujours beau. Pour tous ceux qui traînent en survêt chez eux, vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand on a un truc qui est beau, c'est pas toujours confortable. Cette idée de confort anglais, de choses un peu stylisées, un peu élégantes, c'est toute une espèce de tension qui intéresse beaucoup Abraham Mols. Parce que finalement, si on en revient à notre histoire de culture bourgeoise, c'est qu'il s'agit de montrer par l'image, par les objets, par les meubles, dans le 19e siècle allemand, sa richesse en fait, et toutes les choses qu'on a pu acheter. Le kitsch, c'est associé à la camelote, le mot lui-même, je ne parle pas l'allemand, mais il y est associé, c'est devenu un concept universel, dit Abraham Mols, familier, on a tous une idée de ce que c'est que kitsch, si on doit le définir, c'est assez compliqué, correspond à une forme d'anti-art. Alors là, voilà quelque chose qui m'intéresse pour faire une sorte de brochette barbecue de tout le pop art. Quelque chose qui irait chercher dans le domaine de pas l'art et qui l'amènerait dans le domaine de l'art. C'est pour ça que Wesselmann, ça aurait été plus facile que j'en montre pas en disant ouais, c'est ringard, c'est moche, c'est nul. Il n'y a que des gens qui ont du fric à la gâcher qui font ça. Non, c'est pas la question en fait. Qu'est-ce que c'est que le bon goût? Qu'est-ce que c'est que collectionner l'art? Qu'est-ce que c'est que l'acheter? Qu'est-ce que c'est que le reconnaître? C'est ce qu'on fait là ensemble. C'est une question qui traverse ces sujets. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un des sujets de l'art contemporain. Concept universel et familier, style caractérisé par l'absence de style, merveilleux. Il y a un spécialiste, parce que c'est une de mes spécialités, je ne le dis pas, sinon on ne m'invite pas à danser. Le maniérisme italien est défini par le style sans style. C'est juste après Raphaël, on va y venir. La réjouissante médiocrité devenue omniprésente. Et il n'y a pas d'ironie, hein, c'est médiocrité. Il y a, tous les objets circulent, ils sont partout. Les posters, les autocollants, les frigos de Wesselmann, réjouissant parce que c'est coloré et qu'on a le droit aussi d'avoir des trucs de gros ringards chez soi, c'est pas grave, on s'en fout. Devenue omniprésente dans une société d'abondance, voilà le terme qui est important qui va avec, si bien que rien ne lui échappe, ni l'art, ni le religieux, ni la décoration. Très important les trois. Dans ma petite collection, j'en ai gardé qu'un petit morceau, ce merveilleux sac avec un petit angelot de Raphaël, qui est la Madone Sixtine. Il y a deux petits angelots côte-côte, et donc on a extrait ce petit ange qui est très très mignon pour en faire un petit sac, mais on en a fait aussi des petites. Là, ils sont tous les deux, mais c'est sur deux petites assiettes. Si vous avez des collections de photos comme ça, je suis preneur. C'est vraiment une des plus jolies choses que je connaisse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gardé là-dedans qui va permettre de m'expliquer ce qu'est le kitsch pour cette dernière partie? C'est que un enfant, c'est mignon. D'ailleurs, il y a une histoire des anges qui est passionnante. Ce sont des poutis, ce sont les enfants qui sont dans les marges de la peinture de l'époque romaine, c'est-à-dire -100 avant notre ère.
Et c'est vers la Renaissance qu'on a l'idée de prendre ces petits gamins, un peu comme les petites souris dans les marches de Plantu, et de leur coller des ailes en disant c'est des anges. C'est-à-dire il y a des petits bonhommes, des petits gamins marrants, comme le seront Quick et Flup chez Hergé, qui se baladent et qui font des espiègleries. Dans le tableau de Raphaël, c'est exactement le cas. Ces deux-là n'ont rien à voir avec l'histoire. Il y a la Madone Sixtine qui est en haut, avec 4 personnages religieux, et ils sont en train de regarder. Comme ils sont sortis de leur contexte, on peut jouer de cette mignonneté, mignonnesse, mignonisation, qui est le fort de l'art de Raphaël, qui va, le premier, faire des madones qui expriment un sentiment maternel. Avant, c'était pas aussi important. C'est vraiment la maman avec son petit nounou, et c'est ce sentiment affectueux qui va valoriser les madones de Raphaël, qui fait qu'elles vont se diffuser sous forme de posters dans tous les continents jusqu'à aujourd'hui. J'en reviens à notre histoire. Le kitsch, c'est de la camelote. Alors il dit une sécrétion artistique, c'est une ambiguïté qui est tout à fait mignonne, due à la mise en vente des produits dans des magasins, gares, qui sont des temples en fait. C'est la circulation des produits dont on a parlé hier. L'objet, la société des objets fait qu'on s'identifie à l'objet, mais l'objet est en grosse quantité en saturation. Le kitsch est lié à l'art. Alors c'est là, normalement non, j'ai bon goût. Oh là là, moi je fais pas de kitsch. Le kitsch, c'est Bourdieu qui va vous l'expliquer pour conclure, c'est le mauvais goût des autres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a du goût. C'est en regardant celui des autres et en prenant le tien. De la même façon que l'inauthentique est lié à l'authentique. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose d'inauthentique. Si vous vous souvenez, c'était l'argument de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. L'œuvre d'art faite à la main, elle est authentique. Dès qu'elle est multipliée avec des posters, ou en photo, ou en cinéma, ou en gravure, elle devient inauthentique. Elle circule, en fait. Elle est lancée dans un marché. Le kitsch, c'est toujours attaché à l'art, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse, puisqu'il y a une goutte de kitsch dans tout art. Il y a un minimum de conventionnalisme, d'acceptation, du faire plaisir au client, qui fait que c'est un marché et qu'il faut aussi le proposer à tout le monde pour avoir envie. J'ai pris ces très belles photos de Harcourt, qui sont kitsch à leur façon, dans le sens où elles exagèrent les effets. Et vous pouvez trouver ça tout à fait joli. En plus, je ne suis pas méprisant. Moi, j'aime bien qu'il y ait du kitsch et du non-kitsch. Le monde des valeurs esthétiques n'est plus beau ou laid dans le kitsch. Entre l'art et le conformisme s'étend la plage du kitsch. C'est-à-dire, l'art, ça serait ce qui serait de bon goût, et puis dès que ça circule dans les masses médias, ce serait plus de bon goût. Jusque-là, ça allait, jusqu'à ce que le pop art arrive. Puisqu'ils prennent des œuvres qui circulent, comme Mel Ramos, comme Liechtenstein, dans le monde des médias, si on les prend et qu'on en fait de l'art, ça va poser des questions pour évaluer ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. La question a totalement disparu. Conclusion de Abraham Moltz, le kitsch se révèle avec force dans la promotion de la civilisation bourgeoise au moment où elle adopte le caractère d'affluence. Et le terme est très intéressant, c'est ça la vulgarité qu'on pourrait trouver dans le kitsch, excès de moyens sur les besoins. C'est-à-dire, t'en fais trop. Si je prends un exemple rigolo, c'est comme si tu mets trop de parfum pour séduire ton ou ta chérie. Voilà, c'est l'effet inverse qui se pointe et tu risques de passer toute la soirée tout seul sur le canapé. Gratuité limitée dans un certain moment, celui où la bourgeoisie impose ses normes à une production artistique. Je ne suis pas obsédé par la bourgeoisie, mais tous les éléments de ce développement de l'époque moderne vers le contemporain participent au développement de cette bourgeoisie. Voilà, quand on disait que ça touchait aussi le religieux, une petite photo que j'ai prise à Lourdes, on a un rapport affectueux d'une déesse mère à son enfant, si je peux dire ça comme ça, mais le fait qu'il y en ait beaucoup, 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 et de toutes les formes, commence à saturer le message. Ce que j'aime bien dans le Abraham Moltz, qui est facile à lire, c'est le sous-titre « L'art du bonheur » et le fait d'associer kitsch et psychologie. L'un va avec l'autre. J'en profite pour vous montrer, pas cette dame que je ne connais pas, qui est dans une expo à Bordeaux. C'est un groupe d'artistes contemporains qui s'appelle Présence Panchounette. Leur nom suffit à dire à quel point ils sont merveilleux. Ils ont fait des petites constructions comme ça, dans lesquelles il y a un Pollock, un lustre de Venise. C'est quand même tous les codes du bon goût, un Poliakov sur le tissu, sauf que c'est une niche pour le chien. Une sorte de moquerie de ce que serait le bon goût ou de ce que serait la culture. Présence Panchounette, ils sont toujours là, ça s'appelle le poids de la culture. On peut faire de la muscu, on peut jouer de cette obligation d'être cultivé. Donc le socle de l'œuvre d'art n'est plus tout à fait le socle initial. Et le discobol de Miron, en fait, c'est quand même une copie achetée en jardinerie. Pour aller jusqu'au bout de la moquerie, les assiettes sont cassées par terre. Pourquoi je reviens à cette histoire? C'est que cette histoire du goût, on l'a trouvée chez Kant au XVIIIe siècle, observation sur le sentiment du beau et du sublime. J'aime bien au-dessus, il y a essai sur les maladies de la tête. Comment on peut dire ce qui serait beau, ce qui ne serait pas beau. Voilà. Kant et Hegel sont sur le sujet.
Vous voyez que les salons d'art au 19e se développent, on va donner des récompenses, on reconnaît un petit Ingres dans le fond, mais enfin, si ta toile à toi, elle est là, tu as intérêt à avoir un bon agent pour qu'on repère et qu'on te donne un prix, sinon ça ne va pas marcher. Et j'en viens à ce livre des années 70 de Pierre Bourdieu, parce que il va nous dire qu'est-ce que c'est que la critique sociale du jugement, comment la circulation des images, comment le bon goût, le fait que le galériste, c'est la connexion avec mon premièrement, le galériste, c'est celui qui va te conseiller, te dire mais c'est ça qu'il faut acheter. On va voir comment cette distinction, c'est un double sens du terme. D'accord. Bon, alors la distinction. C'est difficile après ce qu'il a dit. Vous voulez répondre? Oui, non, bon. J'ai envie de répondre. Bon, non, parce que non, sur ce point-là, enfin, moi je dirais, en citant Durkheim, que vous avez. Bon, alors ce livre, explication d'abord du titre, la distinction, et du sous-titre, critique sociale du jugement. Le titre va être un petit peu un jeu de mots. C'est d'une part, oui, c'est la distinction, c'est le fait de distinguer, le fait de faire des différences. Dans le genre kitsch, j'aime beaucoup les trucages vidéo des chaînes de télé Antenne 2 à l'époque, de faire surgir le visage du personnage à l'intérieur, c'est très élégant. Où il explique le titre, la différence entre distinction, je suis distingué, et je me distingue. Enfin, et le goût, c'est, si on vous donne une définition tout à fait élémentaire, c'est le fait de différencier et d'apprécier. Enfin, c'est le fait d'établir des différences entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, le salé et le sucré, etc. Bon. Et la distinction, c'est aussi, comme tout le monde le sait, ce qu'on appelle la distinction naturelle, c'est une manière d'être excellente, quoi. Bon, alors le lien entre les deux sens du mot, c'est un peu tout le livre. Enfin, c'est-à-dire, bon. Par une critique sociale du jugement, c'est le sous-titre. Oui, alors par critique sociale du jugement, j'entends, bon, c'est le titre, il y a un titre célèbre de Kant, enfin que je pastiche de façon un peu ironique. Enfin bon, Kant a écrit une critique du jugement qui prétendait être une critique pure du goût. Enfin, bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce que goûter, qu'est-ce que préférer, etc. Et j'ai essayé de faire, disons, la même chose avec de tout autre moyen. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Bon. Voilà, il dit quelque chose, vous pouvez croire que vous savez ça, c'est-à-dire l'environnement, le milieu d'où tu viens participe à ton goût. Oui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit aussi ce que je crois qui est le plus proche de moi, de la nature, c'est-à-dire, si je prends des exemples assez radicaux, ce que j'aime manger, ma façon de me laver, de faire l'amour, des tas de choses qui ont l'air d'être liées à mon corps, de marcher, tout ça participe, a été appris, partagé par quelque chose. Par une contrainte double, celle de ce que j'ai appris avant, autour de moi, en grandissant, mais par tout le contexte social qui est autour. Et voilà pourquoi la conclusion se fait avec ce monsieur. Jeff Koons, il est à la fois la même chose que Warhol, qu'on verra lundi, c'est-à-dire le sommet du mauvais goût dans les choix de travaux, voilà, le petit chat avec les fleurs, la parodie de la publicité, avec sa propre tête qui fait flipper tellement il a un sourire coquin, quelque chose qui est encore plus merveilleux. Il pose en petit jeune homme mignon, mais il est aussi en héros des classes, c'est le cas de le dire 2 fois, des classes d'école et d'exploiter les masses. Il peut intégrer tous les éléments de la culture populaire les plus ringards, alors que Michael Jackson, c'est pas ringard, mais quand il est avec son chimpanzé Bubbles, qu'il est en or, ça commence à faire beaucoup, et de cette taille-là. Mais ça devient mignon quand il fait un grand puppy en fleurs devant le musée de Bilbao et devant l'exposition La Beauté à Avignon. Ça devient de mauvais goût quand il est représenté en train de faire l'amour avec la Cicciolina, mais en marbre, en cristal de Baccarat ou en marbre de Carrare, c'est-à-dire des choses qui correspondent au code des matériaux les plus nobles et les plus élaborés. Et quand on le met au château de Versailles, à mon avis, c'est génial, c'est-à-dire que le petit monsieur Louis XIV était aussi dans son genre celui qui disait quel est le bon goût, quel est le mauvais goût, et quand on prend du recul sur ce qu'il aimait, on peut que douter de l'évolution de ce goût. À lundi.